Le 10 septembre 2025, un coup de feu retentit, en plein jour, sur un campus universitaire bondé. La cible, une figure politique majeure, abattue en plein milieu de son discours. Cet événement a bien sûr déclenché une affaire judiciaire absolument hors norme. Un dossier très complexe qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dedans. Alors, revenons aux faits. Les faits bruts, ceux sur lesquels tout le monde s'accorde. On est donc à l'université Utah Valley. Le militant politique Charlie Kirk est en train de tenir un discours. Et c'est là, devant tout le monde, qu'il est abattu. L'onde de choc est évidemment immédiate et une enquête massive est lancée sur le champ. Très vite, un suspect est identifié. Tyler James Robinson. Et là, la machine judiciaire se met en marche. Les charges qui pèsent contre lui sont lourdes, très très lourdes. Au total, il fait face à 7 chefs d'accusation. Et attention, parmi eux, il y a un crime capital, ce qui veut dire, concrètement, qu'il risque la peine de mort. Pour bien comprendre cette affaire, on va suivre un parcours en 4 temps. D'abord, on va revenir sur le crime lui-même. Ensuite, on suivra la traque du suspect. Puis, on examinera les preuves qui ont été accumulées. Et enfin, on regardera ce qui se profile à l'horizon, le procès. Allez, on commence par le commencement. Retour sur ce fameux 10 septembre. Pour vraiment saisir ce qui s'est passé, il faut d'abord comprendre le contexte. Qui était la victime et que faisait-elle là, ce jour-là? La victime, Charlie Kirk, ce n'était pas n'importe qui. C'était une figure, disons, assez polarisante du militantisme conservateur, le fondateur de Turning Point USA. Ses spécialités, c'étaient les événements sur les campus universitaires, des événements qui attiraient souvent de grandes foules, mais aussi pas mal de protestations. Ce jour-là, il lançait une nouvelle tournée nationale. Grâce aux innombrables caméras de surveillance, les enquêteurs ont pu reconstituer le film des événements, presque minute par minute. C'est assez glaçant. On voit un individu arriver sur le campus, se diriger vers un toit avec une vue parfaite sur la scène, il se met en position, et puis, à 12h23, un seul coup de feu claque. La balle atteint Kirk. Malgré une intervention très rapide des secours, il décède à l'hôpital un peu plus tard. Le crime a été commis, le tireur a disparu. Une course contre la montre s'engage alors pour le retrouver. C'est le début d'une chasse à l'homme qui va tenir tout le pays en haleine. Pendant plus d'une journée, l'identité du tireur reste un vrai mystère. Les forces de l'ordre sont sur les dents. Cette traque intense va durer exactement 33 heures. 33 longues heures avant que l'enquête ne bascule, de façon assez spectaculaire. Et le point de bascule, il ne vient pas d'une analyse ADN de pointe ou d'un informateur secret. Non, il vient de l'endroit le plus inattendu qui soit. La police diffuse les photos de surveillance. Et une femme reconnaît l'homme sur les images. C'est son fils, Tyler James Robinson. C'est elle qui va alerter son mari et c'est ce qui va tout déclencher. Alors, la question que tout le monde se pose, pourquoi? Confronté par ses parents, Robinson aurait justifié son acte avec ces mots. Sa famille a confirmé à la police qu'il s'était politisé récemment, allant jusqu'à dire que Kirk propageait la haine. Bon, on a un suspect. Mais avoir un suspect, ce n'est que le début. Maintenant, il faut des preuves solides pour monter un dossier. Et les procureurs vont suivre une piste qui va s'avérer assez accablante. C'est ici que l'affaire prend une tournure vraiment étrange, presque surréaliste. En examinant l'arme, les enquêteurs découvrent des messages gravés sur les cartouches. Un mélange déroutant de mèmes internet, de slogans politiques comme « Hey fascist catch » et même des insultes. C'est un aperçu assez glaçant, on peut le dire, de l'état d'esprit du tireur présumé. Mais la preuve qui pèse peut-être le plus lourd, c'est cette note. Une note que le suspect aurait laissée à son colocataire. J'ai eu l'occasion d'éliminer Charlie Kirk et je vais la saisir. Pour les procureurs, c'est la définition même de la préméditation. L'intention écrite noir sur blanc. Et puis, il y a les preuves numériques. Peu après les faits, le colocataire de Robinson lui envoie un SMS, presque incrédule. « Ce n'est pas toi qui as fait ça, hein ?» La réponse est immédiate et sans le moindre détour. « Si c'est moi, je suis désolé. » Un aveu qui semble direct et potentiellement dévastateur pour la défense. Finalement, ce qui rend le dossier de l'accusation si solide, ce n'est pas une seule preuve isolée, c'est l'accumulation. C'est le faisceau d'indices. On a l'ADN sur l'arme, les images de surveillance, les témoignages des proches, les aveux par SMS. Tous ces éléments semblent pointer dans la même direction. Les faits sont là, les preuves sont rassemblées. L'affaire quitte maintenant le terrain de l'enquête pour entrer dans l'arène judiciaire. Une phase beaucoup plus lente, plus formelle. Les charges sont, sans surprise, d'une gravité exceptionnelle. Tout en haut de la liste, on a le meurtre avec circonstances aggravantes, un crime qui, on l'a dit, est passible de la peine de mort. Et puis, il y a 6 autres chefs d'accusation qui concernent surtout ces tentatives de brouiller les pistes, cacher l'arme, se débarrasser des vêtements et même demander à son colocataire d'effacer leur conversation. Face à tous ces éléments, la position de l'État est sans la moindre ambiguïté. En invoquant le mobile politique comme une circonstance aggravante, l'accusation a officiellement annoncé son intention, elle va requérir la peine de mort.
Et c'est là que réside toute la tension du procès qui s'annonce. D'un côté, il y a la thèse de l'État, un assassinat politique, ciblé. De l'autre, il y a un pilier fondamental de notre justice, la présomption d'innocence. Aussi accablante que l'épreuve puisse paraître, c'est à l'accusation, et à elle seule, de prouver la culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Mais avant d'arriver à un verdict, le chemin est encore long. Il y aura d'abord une audience préliminaire pour s'assurer que l'État a assez d'éléments pour justifier un procès. Ensuite viendra la mise en accusation formelle, et c'est seulement après que le procès pourra commencer, où 12 jurés auront la tâche immense de décider du sort de l'accusé. Et tout ça nous laisse avec une question qui dépasse ce cas précis. Dans une affaire aussi médiatisée, où les preuves semblent accablantes et où l'opinion publique a peut-être déjà son idée, comment est-ce qu'on peut garantir un procès qui soit véritablement équitable ? Comment s'assurer que la justice se base uniquement sur les faits présentés au tribunal et non sur le bruit du monde extérieur ? C'est tout le défi que ce procès devra relever.